Notre invitée politique ce matin, c'est Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale qui est représentée aujourd'hui par Éric Richard, journaliste à la Nouvelle République. Bonjour Éric. Bonjour Alexandre, bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Alors vous le doutez, on va commencer par parler de la crise sanitaire avec le calendrier du déconfinement qui se précise. À la mi-mai, les terrasses des bars et des restaurants pourraient rouvrir, le couvre-feu va être allégé, les restrictions de déplacement levées. Quand on voit le niveau du virus actuellement, notamment dans les hôpitaux en Île-de-France, est-ce que c'est le moment de déconfiner ? La première chose, c'est qu'effectivement, nous faisons tous des efforts qui sont payants puisque les résultats sont plutôt encourageants, mais ils restent insatisfaisants et pas suffisants, puisque la baisse aujourd'hui est 2 fois moins rapide que celle que nous avions connue par exemple à l'automne. Donc le premier des messages, je crois que c'est extrêmement important de rappeler à tous que quand le télétravail, les gestes barrières, un certain nombre de précautions doivent absolument être tenus, parce que les échéances qui ont été fixées par le président sont la base de travail sur lesquelles effectivement nous nous préparons, mais il faut bien être conscient que nous parlons toujours de vie, malheureusement de mort, de décès. Nous avons une arme de plus dans notre arsenal de bataille qui est le vaccin, mais il faut qu'on reste extrêmement vigilant. Donc je pense qu'il est déjà très important de nous assurer que tout le monde comprend bien que oui, il y a des échéances, oui, il y a des étapes qui seront précisées, échelonnées, que nous travaillons, comme le président de la République l'a dit, à ce que les enfants des écoles primaires et maternelles, pour qui on le sait, la conséquence éducative de cette crise peut être très lourde, et c'est un choix politique, un choix collectif, démocratique, je crois que nous portons, c'est une spécificité française et que nous assumons, mais pour que tout cela tienne, il faut qu'on soit encore tous très vigilants. C'est très long, c'est très pénible. Personne ne rêve, vous voyez, d'imposer toutes les restrictions qui sont aujourd'hui sur la table. Mais c'est dans cette méthode-là que nous travaillons. Transparence, confiance, des étapes, des échéances. Le président a été très clair dans son discours du 31 mars. C'est notre base de travail. Mais ça ne tient que si chacun, en responsabilité, fait ce que chacun, je crois, maintenant a bien compris, qui était dangereux ou moins dangereux. Mais vous le dites, les chiffres sanitaires ne baissent pas assez vite. Est-ce que ce calendrier de rouvrir les terrasses à la mi-mai, ça peut tenir ? C'est pas gagné. C'est pour ça que je vous dis, il y a des échéances, il y a des étapes qu'on franchit, il y a une méthode, il y a beaucoup de transparence. On ne gère pas cette crise par surprise. On se fixe des caps. Et donc, très important, je crois que les Français soient associés aux échéances qu'on se fixe, mais qu'on rappelle bien à chacun que tout ça ne tient que si chacun, en responsabilité, agit en cohérence avec encore une épidémie que l'on voit partout en Europe. Le nombre de cas en Allemagne était à peu près le même hier qu'en France. Donc on voit bien que partout, la vigilance, la responsabilité sont là aussi nos meilleurs atouts. Donc ce cap de la mi-mai, il n'est pas certain. Le président de la République travaille. Nous préparons. Nous préparons tout. Je n'ai pas d'annonce à vous faire sur le fait qu'il y aurait un recul ou pas. Je vous dis juste, ce que nous préparons ne tient que si chacun, en responsabilité, continue de faire ce qu'il a à faire. Un mot sur le couvre-feu, Éric ? Oui, peut-être qu'on se rend compte désormais, après plus d'1 an de crise, que les Français, en quelque sorte, ont besoin d'air. Alors, est-ce qu'il y a, malgré tout, des mesures d'allègement possibles ? Déjà, vous avez remarqué que la manière dont nous vivons cette période n'est pas la manière dont on l'a vécu il y a 1 an, ni à l'automne. Le fait que nous puissions tous nous aérer dans les 10 km autour de chez nous, sans attestation, bien sûr en respectant le fait qu'on n'est pas plus que 6, qu'on respecte les gestes barrières, qu'on porte son masque. C'est en soi une évolution. Le fait que nous autorisions, là aussi, un certain nombre d'activités sportives de plein air pour les enfants. Donc, on a bien sûr adapté. Mais à nouveau, je le redis, nous ne prenons pas ces mesures par dogmatisme ou par envie. Le principe de réalité, c'est que c'est un sujet de vie et de mort et qu'il nous faut donc être très vigilants. La vaccination progresse à un rythme désormais très rapide. Plus de 2,5 millions de vaccinations par semaine. On est au-dessus des 13 millions aujourd'hui de personnes qui ont déjà reçu une première dose. Et ça, c'est aussi une course contre la montre qui, d'ailleurs, se déploie avec un engagement que je voudrais vraiment saluer. À la fois des personnels soignants, des élus, des agents des collectivités locales. Il y a aussi une très grande mobilisation. Derrière ces chiffres, parfois on oublie qu'il y a des hommes et des femmes dans nos hôpitaux, des hommes et des femmes qui s'organisent pour la vaccination et des hommes et des femmes, malheureusement, qui sont malades et à qui, je crois, nous devons collectivement, beaucoup de vigilance dans chacun de nos actes. Et justement, sur la vaccination, le gouvernement communique de façon assez positive. Emmanuel Macron dit on est sur la bonne voie, mais quand on regarde les classements mondiaux, Amélie de Montchalin, vous aimez bien les évaluations, les baromètres, et justement, quand on regarde les classements, la France, elle est au-delà de la 30e place mondiale. Est-ce que c'est acceptable ?
Aujourd'hui en Europe, nous avons fait un choix que tous les Européens reçoivent les doses au même rythme selon leur population. Eh bien, je peux vous dire qu'en Europe, la France est dans les tout premiers, voire parfois même la première, ça dépend des jours, en termes de vaccination par rapport à sa population. C'est un choix politique. Nous ne voulions pas organiser une guerre des doses du plus offrant sur la sortie des usines. C'est un choix que nous avons fait. Nous accélérons, nous produisons plus, nous produisons en France, et vous voyez qu'aujourd'hui, nous vaccinons 2,5 millions de personnes par semaine. Effectivement, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu des calages, des choses à ajuster. C'est d'ailleurs, en tant que ministre, une méthode que je défends. Nous avons d'abord et avant tout à ne jamais nous entêter. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, quand ça ne part pas comme ça devrait, comme ça ne va pas assez vite, nous nous ajustons. C'est la responsabilité du politique, et c'est la responsabilité du politique avec son administration. C'est, en tant que ministre, vous voyez, de la fonction publique et de la transformation publique, on va en parler. Avec le Premier ministre et le Président, ce que nous cherchons à faire, c'est pour ça qu'on veut gagner en efficacité, gagner en capacité à avoir les bonnes compétences au bon endroit. Et c'est pour ça qu'on mène aussi une réforme de la haute fonction publique très profonde, parce qu'on voit bien qu'il nous faut, en toutes circonstances, être capable de nous adapter, de trouver de la rapidité, les bonnes compétences au bon endroit. Et donc, vous voyez, on n'est pas dans l'autosatisfaction, on est très réaliste et on s'adapte à chaque moment pour que cette épidémie soit derrière nous le plus vite possible. C'est notre souhait, c'est le souhait, je crois, de l'ensemble des Français, de l'ensemble des habitants de notre planète. Et donc on y travaille. Un mot sur le télétravail des fonctionnaires. Le télétravail qui est devenu la règle, en effet, partout où c'est possible, y compris dans la fonction publique. Alors il semblerait que dans certaines collectivités territoriales, c'est la fonction publique aussi, il y a quelques élèves dissipés. Est-ce qu'à vos yeux, c'est au gouvernement de rappeler les consignes, ou est-ce que les présidents de ces collectivités et les élus doivent le faire? Alors, première chose, tous les employeurs de notre pays, parce que le télétravail est efficace, parce que quand on télétravaille, on réduit significativement le risque de se contaminer et de contaminer les autres. Tous les employeurs, qu'ils soient publics, privés, de collectivités, l'État, de petites entreprises ou très grands groupes industriels, sont tenus, depuis maintenant des mois, à faire appliquer ce télétravail. Et je peux vous dire qu'il y a une mobilisation générale. Je vous donne quelques chiffres. Dans l'État, 58% des agents de l'État ont télétravaillé la semaine dernière, et c'est 78% dans les ministères parisiens. Donc on a fait un effort énorme. Quand on parle des collectivités, d'abord, une grande majorité des élus, des collectivités, ont pris également ce chemin, comme tous les employeurs. C'est aussi la responsabilité de l'employeur de le faire, quel que soit son statut. Après, je vous rappelle que dans la Constitution, les collectivités sont libres et indépendantes de gestion et d'administration, et que donc la balle est dans le camp des élus, dans la manière dont ils mettent en place ces recommandations. Les recommandations sont très claires. L'État est d'ailleurs aux côtés des collectivités, par le plan de relance, par un certain nombre de partages de bonnes pratiques, avec des préfets qui sont aux côtés des entreprises et des collectivités pour faciliter le télétravail. Maintenant, je tiens à dire une chose, quand on est employeur public, qu'on soit l'État ou qu'on soit une collectivité, on a un devoir d'exemplarité. Et donc c'est ce que je vous dis ce matin, les élus sont responsables et ils doivent être exemplaires. Amélie de Montchalin, vous l'avez dit, vous menez la réforme de la haute fonction publique qui a été dévoilée par le président de la République. Avant de parler de la suppression de l'ENA, de l'École nationale d'administration, un mot sur cette réforme. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour nos hauts fonctionnaires ? Alors, ça va changer des choses pour les hauts fonctionnaires, ça va aussi changer des choses pour les Français. On a aujourd'hui un devoir d'efficacité et un devoir de confiance, recréer de la confiance entre les Français et leur administration. Et cette confiance, on peut la recréer si on retrouve collectivement cette capacité à être efficace, à être rapide, à être beaucoup plus simple, à apporter des solutions sur le terrain adaptées à chaque territoire. Les préfets, par exemple, vous savez, c'est une petite révolution. En ce moment, et c'est une grande nouveauté depuis les années 60, tenus de proposer au Premier ministre une liste de priorités pour qu'ils fassent du sur-mesure sur leur territoire. C'est une révolution parce que c'est aussi une révolution démocratique. Les priorités qu'ils vont se fixer vont partir des sujets où peut-être que dans leur département, les choses sont peut-être plus difficiles, les résultats ne sont pas encore là. Et ce n'est pas des priorités qui vont être définies en chambre. Ce sont des priorités qui sont fondées sur les résultats de nos politiques publiques, qui sont publiées sur le site du gouvernement et que chaque Français peut consulter dans son département. Sur le site du gouvernement, nos téléspectateurs peuvent entrer leur code postal et donc ce baromètre des résultats leur montre ce qui a progressé dans leur département et ce qui aussi n'a pas assez progressé. Dans la réforme de la haute fonction publique, qu'est-ce qu'on veut faire ? Comme pour les préfets, on veut cette révolution de l'efficacité, du terrain, de la capacité de manière démocratique aussi à avoir une bien meilleure évaluation, une révolution du pilotage,
Et donc nous assurer que les hommes et les femmes qui ont des responsabilités ont des objectifs clairs, des objectifs territorialisés et qui sont évalués dans leur carrière sur les résultats qu'ils fournissent. Cette réforme de la haute fonction publique, aujourd'hui, ce que je vois après, 15 jours après le discours du président, c'est que les Français, ils ont bien vu deux choses qui sont au cœur de cette réforme. D'abord que tout le monde va commencer sa carrière sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas avoir une haute administration qui juge, qui inspecte, qui contrôle, qui produit de la norme, sans être allé voir d'abord la manière dont les politiques publiques se déploient, les difficultés, la réalité du terrain. Tout le monde commencera sa carrière sur le terrain. La deuxième chose que cette réforme permet de faire aussi, c'est que nous allons faire évoluer la formation, qu'il y ait une école des cadres de formation continue, parce qu'on a besoin de connecter nos fonctionnaires davantage au terrain, mais aussi davantage aux enjeux du XXIe siècle, au monde dans lequel on vit. Et sur ces deux sujets, les Français sont extrêmement en soutien. C'est pas démagogique. J'entends qu'ils me disent c'est démagogique. Ce qui serait démagogique, c'est de considérer que tout irait bien, que la confiance serait là, que les carrières des hauts fonctionnaires se feraient sur leurs résultats. Et donc, on a besoin pour ces hauts fonctionnaires, dont je suis la ministre et dont je suis fière. Parce que c'est les hommes et les femmes qui s'engagent chaque jour, leur redonner de la formation continue, de la visibilité sur les carrières, de nous assurer qu'on met les bonnes compétences au bon endroit, qu'ils puissent être formés et que donc à la fin, les Français, sur leur terrain, voient que les choses avancent. C'est pour ça qu'on a été élus. Nous, les politiques, on n'est pas élus pour faire des discours. On est élus pour que, sur le terrain, les choses changent. Et donc, pour ça, il y a une administration qu'il faut qu'on soit capable de piloter avec des bons recrutements, avec de la bonne formation, avec de l'évaluation, et que de manière démocratique, notamment avec ces nouveaux outils, que les Français puissent juger par eux-mêmes aussi, département par département, de l'action que nous menons. Parlons de la formation de nos hauts fonctionnaires, justement, Amélie de Montchalin, puisque la mesure phare de cette réforme, c'est la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration, Éric. Oui, vous l'avez dit, cette réforme supprime l'ENA. Je dirais que toutes les grandes écoles doivent à un moment se remettre en question les profils, remettre en question les contenus de formation. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen, je dirais, de réformer l'ENA de l'intérieur? Là, on a un peu l'impression qu'on casse le thermomètre pour faire tomber une fièvre que l'on connaît bien. On dénigre facilement la haute fonction publique. L'ENA, on sait un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'y prendre autrement? Rien dans ma bouche n'est de dénigrement. Je crois que vous m'avez entendu le dire. C'est une réforme positive pour les hauts fonctionnaires, pour les Français. Vous savez, ce sujet de la réforme de la haute fonction publique et le sujet de l'ENA, il est posé depuis 25 ans dans notre pays. En 1995, Jacques Chirac annonce qu'il veut mener cette réforme, mais il ne va pas au bout. Quelques années plus tard, Nicolas Sarkozy commence sa réforme, puis il est empêché juridiquement parce qu'il n'avait pas les bons outils pour aller au bout. Et puis François Hollande remet sur le métier le sujet, mais en fait, il n'avait pas envie vraiment de faire la réforme, et donc en fait, elle s'est perdue dans les limbes. Aujourd'hui, on a un président de la République qui a pris des engagements en 2017, qu'il a réaffirmé en 2019, qui ont fait l'objet d'un débat démocratique, ici au Sénat, à l'Assemblée, très approfondi, qui a donc habilité, comme on dit, le gouvernement à travailler sur le sujet. Et aujourd'hui, vous avez un président qui tient ses engagements, qui m'a chargé de mener cette réforme et de la mener à terme. C'est quoi cette réforme? C'est de passer d'un modèle où l'ENA était une école qui classait 80 élèves, dont les 15 premiers du classement choisissaient une carrière à vie, puisque c'était ça qui se passait, parfois sans jamais vraiment passer sur le terrain, à un institut donc du service public qui va former non seulement ceux qui étaient au cœur de l'État, mais aussi avec un tronc commun, les directeurs d'hôpitaux, les administrateurs des collectivités territoriales, les commissaires de police, les directeurs des administrations pénitentiaires, et surtout une école de la formation continue. Que nos cadres de l'État, nos cadres supérieurs de l'État, se forment au début de leur carrière, mais se forment beaucoup plus souvent dans la carrière. Donc c'est une réforme qui n'est pas qu'un changement de nom, c'est une réforme profonde. Et ensuite, moi je crois, dans un pays, qu'il faut être capable, à un moment donné, de dire, voilà, quand depuis 75 ans, les choses n'ont pas changé, ça a créé des forces, ça a aussi créé des choses qu'il faut corriger, et donc nous prenons, avec beaucoup de courage et de détermination, ce sujet. Dernière question autour de l'ENA, sur la variété des profils justement qui vont alimenter ce nouvel institut du service public. Le gouvernement lance ce qu'il appelle des prépa talents, c'est-à-dire aider les étudiants notamment défavorisés à préparer l'entrée dans cette école. Mais il y a une petite polémique sur ce sujet puisque au début, Amélie de Montchalin, vous avez souhaité exclure les étudiants de Sciences Po, et le tribunal administratif a retoqué cette décision au nom de l'égalité entre les étudiants. Quel est le problème avec Sciences Po? Pourquoi les exclure?
Il n'y a aucun problème. Et évidemment, je ne vais pas, sur le dos des préparationnaires, mener un combat juridique ou judiciaire. Donc évidemment, bien volontiers, les étudiants boursiers de Sciences Po et de la Sorbonne sont aujourd'hui tout à fait admis à postuler. Mais quel est l'enjeu ? Mais au début, vous souhaitiez... Oui, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est que l'immense majorité de ceux qui rentrent dans les écoles de la haute fonction publique aujourd'hui sont passés par Sciences Po Paris et par Paris-Sorbonne. Et dans la promesse républicaine de notre pays, dans la France d'aujourd'hui, il n'est nulle part écrit que, par chance ou par hasard, il faut que vous soyez passé par ces deux institutions pour devenir un serviteur de l'intérêt général. Notre objectif avec le président, c'est de nous assurer qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'ensemble de notre jeunesse talentueuse, méritante, qui est à l'université, qui vient des zones rurales, quel que soit le milieu dans lequel vous avez grandi, quel que soit le territoire dans lequel vous avez grandi, si c'est votre projet, si vous en avez les talents et les mérites, vous pouvez avoir accès à une préparation pour préparer ces concours dans vos universités, partout sur le territoire. C'est un objectif que nous sommes fixés, que 1700 élèves des universités puissent préparer ces concours sans avoir à passer par les grandes institutions parisiennes. Il n'y a rien contre les institutions parisiennes, mais notre enjeu aujourd'hui, c'est d'ouvrir le jeu. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, dans le débat politique sur cette réforme de la haute fonction publique, j'entends deux choses qui me gênent. J'entends d'un côté des anciens ministres, des anciens responsables qui sont aujourd'hui membres de l'opposition et qui, avec parfois beaucoup de mauvaise foi ou beaucoup de facilité, sont contre la réforme alors qu'ils ont eux-mêmes essayé de la mener et qu'ils n'y sont pas parvenus. Qui ont parfois des regrets ou des remords, mais qui du coup sont contre. Et puis j'entends, et ça me gêne beaucoup plus, des anciens hauts fonctionnaires, des gens qui sont partis dans le privé il y a 25 ans, des personnes qui sont des observateurs avisés du système et qui critiquent la réforme sur la base de choses que je trouve assez indécentes. Parfois, ils ont vécu dans le système, parfois ils ont bénéficié du système et parfois d'un certain nombre de ses dévoiements. Et je pense qu'il est aujourd'hui dans le débat public très important que ceux qui s'expriment sur le sujet le fassent avec bonne foi, le fassent aussi dans un esprit démocratique. Notre pays, les Français, attendent une administration plus efficace. C'est ça que nous devons faire évoluer. Et la ministre que je suis n'est pas dans le dénigrement, n'est pas dans la démagogie, et dans une réforme d'abord où nous voulons faire émerger une nouvelle génération de hauts fonctionnaires qui viennent de tous nos territoires, de tous nos villages, de tout notre pays, qui puissent se préparer notamment à l'université, qui puissent être formés aux enjeux du XXIe siècle, qui puissent être formés avec une culture commune, où chacun pourra travailler avec des gens qui sont dans les collectivités, dans les hôpitaux, bref, dans tout ce qui fait aujourd'hui l'action publique, et qui puissent ensuite être évalués pour que nous gagnions là aussi en capacité à faire du sur-mesure et que tous les Français, dans tous les départements, voient des résultats sur tous les sujets. C'est ça notre enjeu. Amélie de Montchalin, le temps presse, on va finir par quelques questions politiques. On va parler des élections départementales et régionales. D'abord, sur les élections départementales, vous êtes une figure de la majorité présidentielle dans l'Essonne. Vous avez été élu député dans l'Essonne. Est-ce que vous avez l'envie d'être tête de liste de la majorité présidentielle dans l'Essonne au départemental ? Alors, moi, je m'engage pour les élections régionales. Je m'engagerai aux côtés de Laurent Saint-Martin, qui est notre candidat. Et je m'engage dans ce territoire parce que c'est un territoire où nous avons absolument besoin de faire valoir des idées, un projet. C'est une mini-France aux portes de Paris, avec tout ce que la France comporte à la fois d'opportunités, mais aussi de défis, parfois de difficultés. Et dans ces élections régionales, en Ile-de-France, comme partout ailleurs dans le pays, nous avons un objectif. Porter des idées, présenter un projet et faire un peu, vous voyez, carte sur table. Avoir un discours de réalité et de vérité. Parce qu'on a beaucoup d'opposants aujourd'hui qui ont trouvé que leur projet, c'est se battre contre l'État. Et que dire que l'État ne fait pas, l'État fait ceci, l'État ne ferait pas cela, ce serait un projet politique. Notre projet, c'est pas qu'on fasse la guerre des collectivités de l'État. C'est pas il y a le méchant État, la gentille collectivité ou l'inverse. Il y a des hommes et des femmes qui ont des responsabilités différentes, qui doivent travailler chaque jour ensemble. Ensemble entre les maires, les départements, les régions. Chacun travaille ensemble avec des idées, des projets. Et donc c'est ce que nous mettrons sur la table en Ile-de-France, mais également dans l'ensemble du pays. La majorité présidentielle, elle a déjà beaucoup agi. Elle a des résultats qui sont publics, des bons résultats, parfois des résultats un peu moins bons, et on l'assume pleinement. On doit accélérer. Et pour accélérer, je peux vous dire une chose. Si c'est la guerre des collectivités contre l'État et le projet, c'est vous dire qu'en fait, quand c'est bien, c'est vous, et puis quand c'est pas bien, c'est les autres, ça ne marche pas. Et les Français, d'ailleurs, se détournent de la politique pour ça, parce qu'ils voient bien que c'est totalement politicien et que ça ne correspond pas à la réalité. Amélie de Montchalin, là, vous avez évoqué les régionales, notamment avec Laurent Saint-Martin. Je vous repose ma question sur les élections départementales dans l'Essonne. Est-ce que vous souhaitez, vous, participer à la bataille ? Moi, je m'engage. Déjà, vous savez, c'est une bataille pour les régionales, c'est une sacrée bataille. Il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui rentrent, il y a des idées, il va falloir qu'on défende nos convictions.
Donc les départementales se passent le même jour. Je peux vous dire qu'un certain nombre de personnes de notre majorité vont s'engager pour là aussi porter des idées pour le territoire. Et donc, on n'est pas en train, vous voyez, de faire du dégagisme, on est en train de proposer un projet. Parce que je crois qu'en démocratie, c'est le point de départ. Si on est là pour se faire la bataille les uns des autres, du département contre l'État, la région, ça ne marche pas. Et donc c'est ça qu'on pose. Évidemment, je serai pleinement au soutien de ceux et celles qui s'engagent avec nos idées, avec notre projet, et également pleinement engagé moi-même dans cette campagne pour une région qui doit être une région où on a envie de vivre, une région qui apporte de l'emploi, qui aide ces jeunes à préparer l'avenir, qui se bat pour l'égalité des chances. Tout ce que je vous ai dit sur la haute fonction publique. Vous savez, aujourd'hui, on a une classe préparatoire au concours de la haute fonction publique à Évry. C'est, vous voyez, beaucoup de jeunes qui parfois s'étaient beaucoup autocensurés et qui se préparent actuellement, et d'ailleurs je les encourage et j'espère qu'ils auront au concours les résultats qu'ils souhaitent, qui se préparent à des concours et à des métiers, à des fonctions qui étaient jusqu'à maintenant perçus comme réservés à d'autres. Dernière question, Amélie de Montchalin, il nous reste quelques secondes. Le grand adversaire de la République En Marche, de la majorité présidentielle et régionale, c'est en Ile-de-France, c'est Valérie Pécresse. Vous avez travaillé avec Valérie Pécresse. Est-ce que vous pourriez vous allier à elle dès le premier tour ou dès le second tour ? Aujourd'hui, je vous le dis, les logiques d'alliance, d'appareil, etc. n'intéressent pas ni les Franciliens ni les Français. Donc nous, on a des idées, on est très serein, on a plein de propositions à faire, des choses assez novatrices, sur notamment la manière dont les Franciliens peuvent soutenir leur économie, la manière dont nous voulons travailler sur la sécurité, la manière dont nous voulons aussi aménager autrement notre région. Je pense que les Français, ils attendent de nous, vous voyez, des idées, des projets, de l'engagement, de l'authenticité, et sûrement pas qu'on aille parler accord d'appareil vous voyez, des choses qui se passent plutôt dans les couloirs que face aux Français. Donc sur une alliance avec Valérie Pécresse, vous ne me répondez pas ? Aujourd'hui, je m'engage, pourquoi ? Pour siéger dans un conseil régional, pour porter des idées, pour former un groupe, pour défendre des idées. On n'est pas là pour chercher des places. D'accord. Donc on est engagé de manière authentique, et là aussi, les choses doivent se passer face aux Français. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les élections. Parce que s'il n'y avait pas d'élections, on se mettrait d'accord entre nous. Il y a des élections, on se présente, on va au bout de la bataille, on va au bout des élections, et on sera, là aussi, engagé sur un projet des idées. Et on va en parler de ces élections dans notre Club des Territoires dans quelques minutes. Merci beaucoup, Amélie de Montchalin, d'avoir été notre invitée politique. Merci beaucoup, Éric, pour cette interview en partenariat avec la Nouvelle République. Et d'ailleurs, on va regarder la une de la Nouvelle République ce matin, qui est consacrée à l'île de la Métairie, près de Tours, qui permet justement aux habitants de Tours de souffler un peu pendant le confinement. Merci beaucoup.